Nous sommes le samedi 13 septembre 2025. Vous êtes actuellement à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, page économique pour entamer ce journal. Le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire à travers le Fonds national foncier ou FNF et la Direction générale des services fonciers a présenté au secteur privé les nouvelles réformes mises en place par l'État pour améliorer le secteur foncier à Madagascar. Le foncier est un pilier majeur de l'investissement et les deux parties partagent une même vision, garantir la sécurité foncière afin de favoriser les investissements à Madagascar. Reportage sur les images de Zahran Jiansou. Le foncier constitue un pilier de l'investissement. Pour pouvoir instaurer des investissements stables et durables à Madagascar, la réforme du secteur foncier est indispensable. L'objectif de l'État est de promouvoir les investissements et le ministère de la Décentralisation met en place des stratégies pour y parvenir. Cela inclut notamment la mise en place du sommier national des baux, géré par le FNF, qui vise à mettre à jour tous les contrats de bail dans le pays et de renouveler ou affecter ceux n'impactant pas dans les profits de l'État malagasy. Cela s'accompagne aussi de l'utilisation des technologies numériques dans le traitement des documents fonciers afin de garantir plus de transparence mais aussi d'améliorer la qualité des services fonciers. Une rencontre a ainsi eu lieu entre les représentants du secteur privé à travers l'ODBM et le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire via le Fonds national foncier et la Direction générale des services fonciers afin de leur présenter les nouvelles réformes mises en œuvre par l'État pour améliorer la gouvernance foncière. Les trois districts d'Antananarivo, notamment Arivunma, Mamboudjachim et Avarajan, bénéficient actuellement de centrales solaires intégrées dans le projet de production d'électricité de 50 MW à partir de l'énergie solaire. La construction de ces parcs solaires vise à accélérer les solutions contre les coupures d'électricité dans la capitale et ses environs, surtout en saison sèche lorsque la production hydroélectrique diminue. Alors que les travaux sont achevés à Arivunma, ou ceux d'Amboudjachim et d'Avarajan avancent rapidement. Reportage. Parmi les solutions à court terme mises en œuvre par l'État actuel pour faire face aux coupures de courant liées à la baisse de production des centrales hydroélectriques, comme celle d'Andékalek, figure la construction de centrales solaires. L'objectif du gouvernement est de produire 50 MW d'électricité grâce à l'énergie solaire. Pour Antananarivo, 3 districts accueillent des centrales solaires, notamment Arivunma, Amboudjachim et Avarajan, qui viendront renforcer le réseau interconnecté d'Antananarivo-Ouria. Dans le district d'Arivunma, les travaux sont déjà achevés pour un parc solaire d'une capacité de 1,5 MW, équipé de batteries de 1 MWh et de 5 onduleurs de 200 kWh chacun. Dans peu de temps, cette centrale solaire située à Ikanzamalaz, Indiantumpurai, commune d'Amatumravav, district d'Arivunman, région Itas, produira de l'électricité pour soutenir le RIA. Dans le district d'Amboudjachim, les travaux de construction de la centrale solaire avancent sur le site d'Ikanz, commune rurale d'Apangabé. La centrale aura une capacité de 11,5 MW, pas moins de 17 400 panneaux solaires seront installés sur une surface de 11 hectares. Dans le district d'Avarajan, la centrale solaire est implantée à Amboudjan ou Ansnanan, commune de Sabutsnamen. Cette centrale aura une capacité de 7 MW avec des batteries de 4,2 MWh et 12 180 panneaux solaires installés. En dehors d'Antananarivo, plusieurs dizaines de districts à travers la grande île bénéficient aussi du projet de production de 50 MW d'électricité solaire. Restons toujours dans ce cadre d'approvisionnement en électricité. Le nombre d'entreprises opérant dans la production d'électricité à Madagascar, notamment en milieu rural, a connu une augmentation ces 20 dernières années. Toutefois, la fixation du prix de l'électricité dépend en grande partie des équipements de production et des centrales utilisées, comme l'a souligné l'ORE ou Office de régulation de l'électricité. Cet organisme sera bientôt habilité pour fixer les tarifs de l'électricité et contrôler la qualité des services fournis dans le pays. Reportage signé en N à Martina et Stéchan Genab. Selon les statistiques, on compte actuellement 40 entreprises privées dans la production et la distribution d'électricité en zone rurale, en plus de la société d'État Jirama qui assure l'approvisionnement électrique dans les zones urbaines. La production énergétique est ainsi en plein essor à Madagascar et les énergies renouvelables commencent également à prendre une place importante, selon le secrétaire exécutif de l'ORE, l'organe de régulation de l'électricité à Madagascar. Concernant les tarifs, l'ORE explique qu'ils dépendent largement des coûts de production des opérateurs, ce qui entraîne des disparités de prix à travers l'île.
La fixation des tarifs appliqués aux consommateurs a été, durant ces 20 dernières années, la principale mission de l'ORE depuis la libération du secteur énergétique en 1999. L'Office a également pour rôle d'assurer le contrôle de conformité des installations. Actuellement, cet organisme placé sous la tutelle du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures est en cours de transformation statutaire. Il deviendra la RELEC ou Autorité de régulation de l'électricité, une instance indépendante dotée d'un pouvoir décisionnel élargi. Cette évolution permettra d'améliorer davantage les services rendus aux consommateurs, selon les explications du secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. La création de la RELEC a été validée par le Conseil des ministres le 6 août dernier et officiellement annoncée lors de la célébration du 20e anniversaire de l'ORE. Aucun changement ne concernera les effectifs, le personnel en place poursuivra ses fonctions et sera même renforcé selon les responsables. Restons toujours dans cette page économique. Plus de 160 000 passagers aériens sont arrivés à Nosbe durant les 8 premiers mois de cette année 2025. Ce chiffre est en hausse par rapport à la même période de l'an dernier. Les efforts se poursuivent du côté de l'Office régional du tourisme de Nosbe et du ministère de tutelle pour dynamiser le secteur touristique. Reportage de Fandesena Mireille et Yves Janel. 160 188 passagers ont débarqué à l'aéroport de Nosbe durant les 8 premiers mois de l'année 2025, contre 132 832 sur la même période en 2024, soit une augmentation de plus de 20%. Nosbe est reconnue comme l'une des meilleures destinations touristiques de Madagascar et la majorité de sa population vit directement de ce secteur. Les Italiens occupent la première place parmi les visiteurs de Nosbe, représentant 44% des arrivées, suivis par les Français avec 31%. De nombreuses actions ont été menées par l'Office du tourisme de Nosbe pour valoriser la destination, notamment à travers des vidéos mettant en avant les atouts et la beauté de l'île. Les perspectives pour la saison touristique de cette année à Nosbe sont annoncées comme très favorables selon les explications recueillies. Dans la page faits divers, de nombreuses formes d'escroquerie circulent sur les réseaux sociaux et parmi les principales victimes figurent des jeunes à la recherche d'emploi à l'étranger. Les escrocs utilisent de faux comptes, des messages privés ou WhatsApp ajoutés à des appels téléphoniques avec différents numéros pour convaincre leur cible. Ils recourent également à de faux documents selon les explications d'une entreprise Sisamouramang spécialisée dans la migration professionnelle qui a elle-même été prise pour cible. Les détails avec Fandesena Mireille. Les escrocs commencent par examiner les informations concernant une entreprise sur les réseaux sociaux pour ensuite élaborer leur stratagème. Ils utilisent de faux comptes, discutent via messages privés et WhatsApp. Une entreprise Sisamouramang spécialisée dans la migration professionnelle et légalement reconnue a été l'une de leurs cibles. Ces escrocs exploitent le logo, les photos des employés ainsi que l'adresse de l'entreprise afin de tromper les jeunes et leur soutirer de l'argent. La procédure légale pour établir les dossiers administratifs prend environ 9 à 15 mois. Pourtant, les escrocs affirment qu'ils peuvent les obtenir en une seule journée, à condition de payer des sommes exorbitantes. Or, l'entreprise n'a aucun intermédiaire dans le traitement des dossiers et n'utilise ni WhatsApp ni Facebook pour ces démarches, précise un responsable. De nombreux jeunes venant de différentes régions de l'île et cherchant un emploi à l'étranger se font escroquer par le biais de faux documents obtenus via les réseaux sociaux. Responsable appelle tout un chacun à rester vigilant. Poursuivons ce journal par les actualités sociales, un problème auquel font face les habitants des zones rurales du district de Muramang et l'éloignement des centres de santé. Cela entraîne des lourdes conséquences, de nombreux malades décèdent en chemin. Certains ne peuvent pas accéder aux soins, notamment les femmes. La solution proposée par le député élu dans le district de Muramang est la mise en place de centres de santé de base dans plusieurs villages. Hier, un nouveau CSB communautaire a été inauguré dans le Fukuntan d'Anjan Madi ou commune rurale de Bembar grâce au budget alloué par le CIAD. Les détails avec Aniena Martina. Plus de 2000 personnes bénéficieront directement de ce nouveau CSB communautaire construit dans le Fukuntan d'Anjan Madiou, commune rurale de Bembar, district de Muramang. Un village autrefois enclavé et éloigné des infrastructures de santé, mais dont la population peut désormais accéder aux services sanitaires. Les habitants ont demandé des infrastructures depuis longtemps.
Le budget provient du SIAD, fonds publics gérés par les députés pour soutenir le développement local. En plus des équipements déjà fournis, un personnel de santé y est affecté avec des médicaments fournis par le ministère de la Santé qui permettront une mise en service immédiate du centre de santé. Ce CSB communautaire d'Anjanmadiou compte 3 salles entièrement équipées. Lors de la remise de l'infrastructure à la population, le député a également offert une installation solaire pour alimenter le centre de santé en électricité. Partons à présent à Antsirabe et retournons dans la page économique. L'événement économique et culturel Vitrine du Vaknakarach, 27e édition, a pris fin aujourd'hui devant la gare d'Antsirabe et sur l'avenue de l'Indépendance. Il s'agissait d'une rencontre d'échanges d'expériences, de techniques et de technologies diverses destinées à promouvoir l'entrepreneuriat. Environ 340 stands ont accueilli des expositions en vente et la présentation d'entreprises ainsi que de nombreux entrepreneurs locaux. Reportage de James Indianarman, correspondant de Viva à Antsirabe. La vitrine du Vaknakarach a été conçue pour permettre aux entreprises et aux entrepreneurs membres du groupement des entreprises du Vaknakarach, ou FIUVA, d'exposer leurs produits et de faire connaître leur domaine d'activité. C'est un événement économique, commercial et à la fois culturel organisé chaque année. Le thème retenu pour cette année était « La croissance des entreprises, conditions nécessaires pour un développement inclusif et durable ». Un cadre d'échange multiple s'est ainsi créé. Cet événement contribuera au développement de la région Vaknakarach et du pays tout entier avec le soutien de nombreux partenaires et ministères, notamment le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. La 27e édition de la vitrine du Vaknakarach a duré 3 jours et s'est clôturée aujourd'hui devant la gare d'Antsirabe et sur l'avenue de l'Indépendance avec près de 340 stands regroupant d'expositions et de ventes et présentations d'entreprises de la région et d'ailleurs. Et dans le reste de l'actualité locale, les élèves des écoles publiques situées dans les 32 Faucontins du 4e arrondissement ont bénéficié d'un don de fournitures scolaires de la part de la plateforme TGV 4e arrondissement. Une initiative inscrite dans le cadre de la redynamisation des membres du TGV de cette zone. Cette initiative qui soulage les parents d'élèves, affirment certains, puisque beaucoup d'entre eux n'avaient pas encore pu acheter des fournitures scolaires à leurs enfants. Reportage de Rose Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. De nombreux parents d'élèves scolarisant leurs enfants dans les écoles publiques n'ont pas encore pu réunir toutes les fournitures scolaires. Parmi eux, ces mères de famille qui racontent qu'elles n'ont pas les moyens, étant donné qu'elles ne travaillent pas régulièrement, étant des lavandières. Le président de la République n'oublie pas les familles les plus démunies en ce début d'année scolaire. Aujourd'hui, le groupe TGV du 4e arrondissement a offert des fournitures scolaires, notamment des cahiers, des stylos, des règles et des crayons à 500 élèves défavorisés du CEG de Simbazaz. Le TGV a aussi contribué à améliorer le taux de réussite aux examens du CEPE et du BEPC grâce à l'organisation de cours gratuits avant les épreuves. Le parti ne se contente pas au domaine de l'éducation. Il participe également activement à l'accompagnement social des familles en difficulté, explique sa présidente, Ranar Malal Boudou Wangui. Rappelons que le taux de scolarisation dans les écoles publiques a connu une hausse pour l'année scolaire 2025-2026. Cela résulte en grande partie de la prise en charge par l'État des frais d'inscription des familles les plus démunies, mais aussi de la distribution de fournitures scolaires. Dans les actualités internationales de ce soir, l'ancienne chef de la Cour suprême du Népal, Sushila Karki, 73 ans, est devenue hier vendredi première ministre d'un gouvernement provisoire chargé, après les émeutes meurtrières de la semaine, d'assurer la transition jusqu'à des élections fixées en mars prochain. France 24. Barbelés et des militaires. Katmandou, la capitale du Népal, est toujours sous très haute surveillance. L'armée quadrille encore les principaux accès pour éviter tout nouveau débordement. Dans certains quartiers, la vie a repris son cours, mais la peur n'a pas disparu. Le Népal n'avait jamais connu pareille situation depuis l'abolition de la monarchie en 2008. Quand j'étais étudiant, j'ai assisté à quelques émeutes, mais c'était incomparable à celles d'aujourd'hui. On n'a jamais eu un tel niveau de violence dans notre pays. Katmandou, lundi dernier. Ce qui n'était au départ qu'une grande manifestation s'est transformé très rapidement en affrontement. La police a riposté et n'a pas hésité à tirer sur la foule. Le dernier bilan fait état de 51 morts. À l'origine de ces émeutes, l'interdiction par les autorités des réseaux sociaux, inacceptable pour une jeunesse inquiète et fragilisée par la crise.
Le gouvernement a peut-être interdit les réseaux sociaux parce que la vérité était devenue trop visible. Leurs secrets ont été révélés. Nos dirigeants ont choisi de les fermer pour se cacher. Des bâtiments incendiés, la résidence du Premier ministre et le Parlement notamment. Les manifestants se sont attaqués à de nombreux symboles du pouvoir et d'une élite qu'ils exècrent et qu'ils jugent corrompue. Pourquoi y a-t-il autant de colère ici? Les médias internationaux pensent que cela est dû à l'interdiction des réseaux sociaux. Mais non, cette frustration s'accumule depuis plus de 20 ans, alimentée par la corruption. Nous en avons tous assez. Les manifestants ont depuis obtenu la démission du Premier ministre et la nomination de l'ancienne chef de la Cour suprême à la tête d'un gouvernement provisoire. Des élections législatives auront lieu le 5 mars prochain. C'est ce que demandaient les jeunes réunis sous une même bannière. L'important aujourd'hui, c'est que cette génération Z trouve un moyen pour se rassembler et décide ensemble d'une voie à suivre acceptable. En attendant, l'accès aux réseaux sociaux a été rétabli par les autorités. Une autre victoire pour la jeunesse népalaise. Et des dizaines de milliers de personnes sont attendues aujourd'hui à Londres à l'appel de Tommy Robinson, figure de l'extrême droite britannique, pour ceux qu'il présente comme un rassemblement pour la liberté d'expression, sujet qui agite le débat public au Royaume-Uni. France 24 nous en dit plus. Tommy Robinson a été libéré de prison il y a seulement quelques mois. Il est véritablement la figure emblématique de l'extrême droite qui appelle à manifester pour la défense de ce qu'il appelle, les traditions et la culture britannique. Ainsi, cet appel qu'il a fait, il l'a nommé « Unir le Royaume ». C'est le nom de cette marche, c'est l'appel qu'il a fait, qui a été entendu, puisqu'il y a plusieurs dizaines de milliers de manifestants qui ont répondu à l'appel. C'est sans doute la marche, la manifestation la plus importante que l'extrême droite, que Tommy Robinson en tout cas ait pu organiser. Et il a demandé à tous ces manifestants de venir avec des drapeaux, de venir célébrer l'identité britannique et également de venir condamner le gouvernement pour sa politique beaucoup trop tendre sur l'immigration pour ceux qui sont venus à cette manifestation. Ainsi, au lieu de défendre et d'unir le Royaume, il semble que cette marche ait l'effet inverse, puisque, vous l'avez dit, il y a une contre-manifestation qui s'oppose au fascisme. C'est ainsi que les organisateurs de la contre-manifestation l'ont appelé. Et ils encouragent les gens à venir défendre les valeurs de tolérance que représente le Royaume-Uni. Donc deux groupes qui sont à l'extrême opposé que devront tenter de séparer 1600 policiers qui sont là pour l'occasion, qui auront beaucoup de mal, effectivement, puisqu'ils sont très rapprochés dans l'espace, ces deux groupes. Et le côté gauche, si vous voulez, la gauche a appelé donc à cette contre-manifestation avec un emblème, avec leur porte-drapeau, Diana Abbott, la première femme noire députée au Royaume-Uni, qui prendra la parole en début d'après-midi, en début de soirée. Et aux grandes dames d'Israël et des États-Unis, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté hier vendredi à une large majorité la déclaration de New York visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux États, Israël et Palestiniens, qui exclut la première fois sans équivoque le Hamas. France 24. La solution à deux États, largement plébiscitée à l'Assemblée générale des Nations unies. 142 États membres approuvent la déclaration de New York, une résolution non contraignante qui appelle l'autorité palestinienne à gouverner tous les territoires palestiniens. Le texte propose un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, la libération des otages et l'établissement d'un État palestinien viable. Je veux remercier l'écrasante majorité des nations qui ont voté pour soutenir cette déclaration et le désir de presque tout le monde au sein de la communauté internationale d'ouvrir la voie à la paix.
Une paix qui devra se construire sans le Hamas. La déclaration condamne les attaques du 7 octobre 2023 contre des civils et demande à ce que le groupe islamiste renonce à contrôler la bande de Gaza. Encore insuffisant pour Israël, vent debout contre le texte, tout comme son allié américain. Il ne s'agit que d'une performance soigneusement préparée pour faire les gros titres, pas pour la paix. Elle ne raccourcit pas la guerre, mais la prolonge. Elle n'affaiblit pas le Hamas, mais le renforce. La résolution a été rédigée par la France et l'Arabie saoudite. Le 22 septembre, les deux pays présideront un sommet lors duquel la France reconnaîtra l'État de Palestine aux côtés d'autres pays occidentaux. Une rencontre à laquelle l'autorité palestinienne aura bien du mal à assister. Son président Mahmoud Abbas et 80 responsables ont vu leur demande de visa refusée par le gouvernement Trump. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Je vous dis à demain. Au revoir.